102.3. Diaspora FM, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Le Trésor public célèbre ses 60 ans d'existence. Les festivités entrant dans le cadre de cette célébration sont lancées ce matin à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La pratique de la vente à la sauvette dans les feux tricolores continue à Cotonou. Les risques liés à l'activité sont à suivre dans ce journal. Et puis, 7 millions d'électeurs zambiens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau président. L'opposant Hichilema défie le président sortant Edgar Lungu. Merci de nous préférer pour vous informer. Clémence Tonoucoin. Les festivités commémoratives des 60 ans d'existence de l'administration du Trésor et de la comptabilité publique ont été lancées ce matin au siège de l'institution à Cotonou, présidée par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ce rendez-vous a eu pour thème le Trésor public à l'ère de la dématérialisation. On écoute respectivement Oumara Karimou Assouman, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, et Herman Orutaku, directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ils sont au micro de Carnot François Rongbédérinto. L'administration du Trésor a bénéficié des externalités positives du PAG Bénin révélé, ce qui a accéléré les projets de dématérialisation de ces services. Je voudrais ensuite, au nom du personnel et à mon nom propre, exprimer à Monsieur le ministre d'État toute notre reconnaissance pour son accompagnement de tous les jours et son appui constant. Pour une structure comme le Trésor public, 60 ans de vie, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué et a dû faire face à de nombreux défis. A-t-elle pu se hisser au fil des ans au rang des meilleures institutions financières publiques? La réponse à cette question pourrait au besoin donner des idées sur les prochains défis de notre administration Trésor public. Il ne fait nul doute que votre entité, notre entité, est l'une des structures dont l'existence est intimement liée à celle de l'État. À cet égard, l'on est tenté d'affirmer que 60 ans de vie restent tenus ou peu, car la durée d'un État n'est qu'un détail insaisissable. Le gouvernement béninois a officiellement lancé en mars dernier la campagne de vaccination contre la COVID-19. Plusieurs mois après, des citoyens affichent une réticence à la vaccination. Reportage. La vaccination contre la COVID-19 était au départ limitée à certaines couches de la population et certains corps de métier. Elle a été ensuite élargie à tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans. Le chef de l'État et quelques ministres du gouvernement ont donné le bon exemple. Malgré cela, des citoyens ne sont pas décidés à se faire vacciner. Nous avons rencontré quelques personnes concernées. Personnellement, je ne l'ai pas fait et j'ai de réticence par rapport à ça. C'est vrai que le chef de l'État a donné l'exemple en se faisant vacciner. Mais nous suivons les chaînes à l'international aussi et les médias internationaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Cela nous amène à être vraiment réticents. Franchement, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il y a trop de polémiques autour. Et je ne table que sur des réflexions scientifiques pour apprécier la chose. Parce que le débat, il est à haut niveau, à un niveau qu'on ne peut qu'avoir du doute. Selon le docteur Uriel Dassundo, cette réticence de la population se justifie par la peur et le manque d'information. Pour lui, l'unique solution à cette situation reste la sensibilisation. Actuellement, nous avons beaucoup de vaccins venus de différents laboratoires. Et il y a déjà une guerre entre ces laboratoires, une guerre froide carrément, et qui n'arrange pas la population. Et cette réticence est justifiée
c'est la peur, c'est l'insécurité. On n'est pas tranquille et il faut dans ce cas informer les populations pour dire bon voilà, nous avons quand même des vaccins sur le marché béninois qui sont de très bonne qualité. Moi, j'ai eu déjà fait mes 2 doses de vaccination anti-Covid. Je ne suis pas mort, je ne suis pas tombé malade, je suis agent de santé, je me porte très bien. Comme tout produit, les vaccins anti-Covid ont une date d'expiration. Ne pas les utiliser avant cette date serait du gaspillage. Docteur Uriel Dassundo. Si pendant une période donnée, le produit n'a pas été injecté, on sera obligé purement et simplement de mettre de côté et de jeter, tout simplement. Mais ce serait du gâchis pour notre pays, ce serait du gâchis pour le ministère de la Santé. Le porte-parole du gouvernement, lors de sa dernière conférence de presse, n'a pas manqué d'inviter les populations à faire le bon geste. Wilfried Léandre Humbedji. De demander à l'ensemble de nos compatriotes d'aller dans les centres de santé, là où les vaccins sont disponibles, pour aller recevoir leur dose. La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces de lutte contre la pandémie. Et parlant toujours de la campagne de vaccination contre la Covid qui se poursuit donc au Bénin, selon les récents chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 110 323 doses de vaccins sont déjà administrées au Bénin avec 21 405 personnes complètement vaccinées, soit 0,2% de la population. En dépit de la réticence notée, ces chiffres inscrits au tableau de vaccination de l'OMS prouvent à suffisance que les Béninois prennent de plus en plus conscience de l'importance du vaccin contre la pandémie. En mai dernier, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, réaffirmait que la vaccination contre la COVID-19 est un moyen efficace de lutte contre les formes graves de la maladie qui peuvent conduire au décès. À l'occasion, il a aussi rappelé que les jeunes sont des cibles au même titre que les personnes à risque. Au dire du ministre de la Santé, la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de cette crise. En ce qui concerne le débat sur l'efficacité des vaccins qui nourrit la réticence, Benjamin Hunkpati a rassuré l'opinion de ce que tous les vaccins mis à disposition par le gouvernement sont sûrs, efficaces et que les mesures sont également prises pour la traçabilité de la vaccination. Le Bénin dispose comme vaccin de Sinovac, de AstraZeneca et de Johnson & Johnson. De 118, le nombre de centres de vaccination est passé à 115, couvrant l'ensemble du territoire national. Pour des raisons de travaux d'entretien, le pont de Fifadi sera fermé à la circulation. C'est l'annonce faite hier par le maire de Cotonou. Dans un communiqué, selon le communiqué, le pont restera fermé du vendredi 13 au lundi 16 août 2021. Pendant le temps de fermeture, des travaux d'entretien seront effectués sur le pont. La décision de fermeture temporaire du pont a été prise après le constat fait par une équipe de la mairie de Cotonou, du ministère du Cadre de Vie et de la Direction générale des Transports. Toutefois, le maire Luc Atropo précise que selon l'avis des techniciens, le pont est en parfait état. Ce journal se poursuit. Communément appelés racoleurs, ils sont présents sur les gares routières. Leur activité consiste à aider les conducteurs de taxi à faire le plein de passagers. Comme dans tout métier, les racoleurs rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Carnot François Moubéderinto a réalisé un reportage sur les risques que présente ce métier. Longtemps considéré comme une activité illégale, le métier de racoleur s'est définitivement installé sur les gares routières. Le racoleur a pour rôle d'aider les passagers qui désirent prendre un taxi de parvenir à leur fin, moyennant de l'argent de la part des conducteurs de taxi. Il est donc différent de l'agent chargeur. Il y a nos collègues qui ont le permis et qui n'ont pas de boulot, qui nous aident à faire le chargement. On les appelle les agents chargeurs. Et il y a les gens qui n'ont pas le permis et qui nous cherchent des passagers. Ceux-là vont au bord de la voie, au bord du marché pour nous amener les passagers. C'est les agents racoleurs. Si les clients sont arrivés avec leur bagage, s'ils déposent, c'est les racoleurs qui suivent ça. C'est un métier qui présente plusieurs risques, comme nous le confirment ici des racoleurs et chauffeurs rencontrés sur le parc automobile du marché,
internationale d'Antokpa. Le métier est un métier à risque. Quand il y a perte de bagages, ça devient pour nous une dette à payer. Les peines, ils ont mal au rein. De telle enseigne que de temps en temps, on cotise pour les envoyer. En plus de ces difficultés, celle liée à la rémunération est également évoquée. Quand nous travaillons avec eux, nous sommes parfois à coup de force car le métier demande d'être fort physiquement. Le pire est qu'on ne gagne pas beaucoup. Il faut que les chauffeurs trouvent avant de leur donner. Si entre-temps, tu fais un chargement de 2000, de 3000, on leur donne 100 francs. Supposons qu'ils sont 5. Le soir, ils se retrouvent avec 1500 qui vont partager. Les racoleurs, si ils te font un chargement de, par exemple, de 4500 francs maintenant ou bien de 4000, tu les payes 500 francs. Malgré ces difficultés, les jeunes s'adonnent à ce métier sur nos packs, bien qu'il soit un métier à risque. Je vous le disais en titre, le phénomène de la vente à la sauvette au niveau des feux tricolores de Cotonou continue et l'activité draine de plus en plus de petits-enfants. Ces vendeurs, en quête du minimum, courent des risques au quotidien. Diaspora FM s'est intéressé à cet aspect du phénomène à travers le reportage que voici. Ils sont présents au niveau des feux tricolores de la ville, proposant aux cyclistes et motocyclistes divers articles. À longueur de journée, des jeunes hommes, des jeunes filles et même des enfants se faufilent entre motos et voitures en arrêt au niveau des feux de signalisation. Des usagers de la route, pour une raison ou pour une autre, sont amenés à s'approvisionner auprès de ces vendeurs. Les risques liés à cette activité sont pourtant multiples. Quelques citoyens nous en parlent. C'est de l'insécurité totale. D'abord pour le vendeur lui-même, aussi pour l'usager. Lorsqu'il a un accident maintenant, je pense que l'investissement qu'ils vont faire ne sera pas à la hauteur de ce qu'ils vont gagner. Donc je pense qu'en tant que citoyen, là, c'est quelque chose à déplorer. J'ai toujours condamné ça parce que c'est une manière volontaire d'exposer sa vie. Parce qu'à voir aujourd'hui la circulation, la densité de la circulation à Cotonou, quand vous mettez déjà à vouloir traverser une rue, il faut beaucoup faire attention. Et là encore, c'est une fois en passant. Mais ceux-là qui sont permanemment dans les feux, à passer de voiture en voiture pour estimer vendre, se faire un peu de revenus, c'est exposer leur vie. Compte combien? Quand vous êtes dans un carrefour, mais ce que vous inhalez comme fumée, poussière, ce n'est pas quantifiable. À travers un arrêté en date du 12 février 2017, l'ex-préfet du littoral, Modeste Toboula, avait interdit l'activité. Direction le Koufo, de nouvelles mesures conditionnent désormais l'ouverture et l'exploitation des carrières de gravier et de sable au Bénin. Les exploitants du Koufo qui remplissent les nouvelles conditions ont reçu lundi dernier à la préfecture d'Aplaroué leur attestation d'autorisation. Le reportage est de Jonas Bocci. Ils sont 14 exploitants miniers à se conformer aux nouvelles exigences d'ouverture et d'exploitation artisanale de carrières de gravier et de sable dans 3 communes du département du Koufo. Cette remise officielle des attestations d'autorisation leur donne désormais droit d'exercer leur activité en toute légalité. Nous avons pu avoir 14 arrêtés d'autorisation, 9 pour Djakotomé, 3 pour Flutamé et 2 pour Dobo. J'espère que vous allez conseiller vos collègues pour qu'ils se conforment eux aussi aux normes en matière de la réglementation minière. Nous demandons un retardataire de vite fournir les dossiers pour l'obtention de leurs autorisations. Cela nous permettra de bien mener nos activités pour payer les taxes. 16 exploitants exerceront librement leur activité sans occulter les engagements que leur imposent ces autorisations. Le préfet du Koufo leur rappelle quelques-uns de ces engagements. L'obligation de délivrer un bon de chargement à tout acheteur de produits de carrière. L'obligation de payer les taxes de développement local et les redevances minières. L'obligation de restaurer les sites au fur et à mesure que l'exploitation évolue. Et enfin, l'interdiction de faire travailler
les enfants dans les carrières. Le porte-parole des exploitants promet le respect de ses engagements et demande aux autorités de ne plus permettre aux camions de faire des chargements sur des carrières non autorisées. Il y a des gens qui refusent d'avoir l'autorisation et qui détournent des camions qui vont charger dans leur carrière. Cela crée la mévente chez nous autres. Pour mettre définitivement fin à ces mauvaises pratiques, le préfet du Koufo a exhorté tous les acteurs à travailler en synergie afin que tous les exploitants miniers du Koufo puissent se conformer aux nouvelles réformes. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin présidentiel en Zambie, 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui lors d'un scrutin marqué par un scrutin présidentiel marqué donc par des violences préélectorales et le déploiement sans précédent de l'armée. Les deux principaux candidats à l'élection présidentielle, Ichilema et Edgar Lungu, ont bouclé hier leur campagne dans la capitale Lusaka. Les meetings ont été interdits pendant la campagne en raison de la pandémie de coronavirus, mais chaque camp a contourné la difficulté en distribuant des masques gratuits ou en sillonnant les quartiers en convois festifs et musicaux. L'ex-président Laurent Gbagbo a décidé lundi dernier d'abandonner le Front populaire ivoirien, parti qu'il a créé dans la clandestinité en 1982. Dans une guerre pour le contrôle du parti avec Pascal Affi-N'Guesson, la justice a donné raison à son ancien premier ministre. Gbagbo renonce à s'engager dans une interminable bataille juridique et décide de créer un nouveau parti. Ses militants, si attachés au FPI, ont appris la nouvelle à l'issue d'un comité central extraordinaire. Ils sont amers, mais ils décident de suivre leur champion. Et pour finir, en Algérie, les incendies continuent de faire ravage. Le dernier bilan fait état de 69 morts, dont 28 militaires envoyés pour contrer la propagation des flammes. 12 soldats sont par ailleurs hospitalisés dans un état critique. Le feu est attisé par la chaleur extrême qui touche le Maghreb. C'est la Kabylie qui paye le plus lourd tribut où plus de 70 départs de feu ont été enregistrés par les autorités. C'est la fin de cette édition du journal parlé sur Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Gérard Roussa, chef d'édition Albéric de Chamon, présentation Clémence Tonoucoin.